Nous sommes le 15 octobre, c'est la journée mondiale de la canne blanche. Les responsables de l'UMA vont remis au président du CNT cet auxiliaire de base qui les aide à se déplacer. Le message est de mener un plaidoyer auprès des décideurs sur les questions de mobilité des personnes handicapées visuelles. Des doléances favorablement accueillies par le président Malick Diawa. L'élan de solidarité du président de la transition envers ses compatriotes en ce mois de la solidarité à travers ses œuvres sociales. Plus de 200 personnes ont reçu des vivres des mains du conseiller spécial du président de la transition chargé des œuvres sociales. Un geste très apprécié par les bénéficiaires. Le remboursement de plus de 110 milliards de francs CFA, le paiement de plus de 50 milliards d'amendes sur la cinquantaine d'affaires inscrites au rôle, 3 ont fait l'objet de renvoi. C'est le verdict prononcé à la fin des travaux de la première session spéciale de la Cour d'appel de Bamako. L'affaire dite achat de l'avion présidentiel et d'équipement militaire a été renvoyée à la prochaine session. Dans la chronique judiciaire, nous parlons ce soir de la jurisprudence. Elle se définit dans un sens large comme l'ensemble des décisions de justice qui sont rendues pendant une certaine période dans une matière de droit. Au Mali, il n'y a pas de disposition spécifique qui parle de la jurisprudence jusqu'ici. C'est quoi donc ce principe judiciaire? La réponse en fin de journal avec Garibou Pérou et ses invités. Voilà pour les titres de la grande édition de la première. Vous servir est un énorme plaisir. Bonsoir à toutes et à tous. Le président de la transition, colonel Assimi Goïta, a reçu ce matin en audience 2 nouveaux ambassadeurs récemment nommés au Rwanda et au Nigeria. Il s'agit respectivement de Mamari Kamara et Cheikh Oumar Koulibaly. Avant de regagner leur poste, ils sont venus prendre les conseils et orientations du chef de l'État. Les diplomates devront œuvrer au respect des 3 principes qui guident l'action gouvernementale. Les 2 diplomates promettent d'œuvrer au renforcement de la coopération entre le Mali et ces 2 pays. Le compte-rendu de ces 2 audiences avec Mamadou Fani. Redynamiser et densifier la coopération entre notre pays et le Rwanda, c'est la mission assignée au nouvel ambassadeur du Mali au pays des 1000 collines. Avant de rejoindre son poste, le nouvel ambassadeur du Mali au Rwanda, Mamari Kamara, a été reçu par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, qui lui a transmis des instructions pour le bon accomplissement de sa nouvelle tâche. Je suis venu présenter mes sincères remerciements à son Excellence, Monsieur le Président, pour la confiance qu'il vient de me renouveler et également prendre ses conseils, ses instructions qui vont me permettre de renforcer, de développer davantage les bonnes relations de coopération entre la République du Mali et la République sœur du Rwanda. Il m'a demandé de prendre soin de nos ressortissants qui sont au Rwanda et de travailler beaucoup dans le cadre de l'AES, essayer d'initier des partages d'expériences dans le domaine de la technologie. Autre diplomate qui s'apprête à rejoindre son poste, c'est le nouvel ambassadeur du Mali au Nigeria. Cheikh Oumar Koulibaly aura désormais la lourde mission de hisser haut les relations entre notre pays et le Nigeria. J'ai eu l'insigne honneur d'être reçu ce matin par le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. Je suis venu lui exprimer ma gratitude et toute ma reconnaissance pour la confiance qu'il a bien voulu placer en ma modeste personne pour représenter notre cher pays de Mali auprès de la République fédérale du Nigeria. J'ai saisi également cette occasion pour lui exprimer tout mon engagement, toute ma détermination à conduire la mission avec intégrité, avec honneur, avec et tous les sens de responsabilité qui convient. Il m'a donné des orientations fermes de manière à faire en sorte que le Mali puisse davantage affirmer son narratif par rapport à la situation de notre pays. Le Mali et le Nigeria entretiennent des relations depuis plusieurs décennies. Il s'agit pour le nouvel ambassadeur de pérenniser cette coopération sous-régionale.
Réunion du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes à la primature. La rencontre présidée par le Premier ministre a permis de faire la situation des écoles à la date d'aujourd'hui. Le comité a pris connaissance du contenu du document élaboré par le comité restreint mis en place auprès du ministre de l'Éducation nationale. Ce document propose des pistes de solutions pour rendre effective la rentrée scolaire 2024-2025 le 4 novembre. Le Premier ministre a salué la qualité du travail abattu avant d'inviter chaque Malien à jouer sa partition en ces moments difficiles pour notre pays. Le reportage de Mamari Koné et Aliou Touri. La situation des écoles à quelques jours de la rentrée scolaire prévue pour le 4 novembre prochain. C'est autour de ce seul point que s'est tenue la réunion du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes. Le comité restreint mis en place auprès du ministre de l'Éducation nationale s'est penché sur la situation des écoles occupées, celles inondées et celles effondrées ou endommagées avant de faire quelques propositions. Le gouvernement de la République du Mali, sur les hautes instructions du président de la transition, a mis à la disposition du ministère de l'Éducation nationale un montant de 600 millions de francs CFA pour remettre en état les classes et les latrines. Fort de ce mandat, le comité technique restreint a proposé les actions suivantes. Établissement et stabilisation par académie d'enseignement de la liste exhaustive et affinée des écoles occupées, inondées, endommagées et ou effondrées. Établissement et définition du coût stabilisé de la remise en état des salles de classe et des latrines. Rédaction d'une lettre adressée au ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, afin qu'il instruise au gouverneur, président de comités régionaux de crise, la libération des écoles. Le Premier ministre, le chef du gouvernement, a salué la qualité du document produit avant d'inviter chaque Malien à jouer sa partition. Qu'en réalité, nous nous réunissons pour faire le point des grands agrégats à soumettre au président de la transition qui a comme souci principal que l'ensemble des Maliens puissent étudier le sort des enfants. Aujourd'hui, là, éteignons le feu qui est en train de brûler. Maintenant, il ne faut pas, pour donner suite à ce qu'ils ont demandé, il ne faut pas qu'on s'arrête seulement à la fin de ces inondations. Il faut que dès maintenant, dès la fin de ce processus, les acteurs concernés puissent rentrer dans une logique de préparation aux prochaines inondations, parce qu'on ne sait pas, avec les dérèglements climatiques, on aura des situations extraordinaires presque chaque année. Donc, tout ce que nous allons accumuler comme expérience cette année va nous servir dans l'avenir. Mais à l'instant T, maintenant, là, réglons les problèmes d'urgence. Et c'est dans ce ordre d'idée que je voudrais féliciter les techniciens qui ont travaillé sur ce dossier, demander par la même occasion aux différents DAE, aux gouverneurs, aux responsables des collectivités locales, que tout le monde s'implique. Parce que cette affaire, c'est vrai, c'est un souci permanent du chef de l'État, mais son règlement dépend de l'implication personnelle à tous les niveaux de tout le monde. Les observations et contributions faites par les membres du comité devront enrichir le document. À noter que du 11 au 15 octobre 2024, 8 cas d'inondation ont été enregistrés à Bamako, Sikasso, Bougouni-San et Kaï. 235 cas d'effondrement recensés, 2 pertes en vie humaine. Au total, plus de 4000 personnes ont été sinistrées. Du début de l'hivernage à ce jour, 667 cas d'inondation avec plus de 342 000 sinistrés ont été enregistrés au Mali. Nous restons dans l'agenda du chef du gouvernement qui a échangé hier après-midi avec une délégation de l'arrondissement de Téméra, cercle de Bamba, dans la région de Gao. La délégation composée de chefs de village, de fractions et de ressortissants vivant à Bamako est venue solliciter le Premier ministre dans la recherche de solutions à certaines doléances comme l'érection de l'arrondissement de Téméra en cercle
ou à défaut son rattachement au cercle de Bourem. Le Premier ministre leur a donné des orientations claires et précises. Nous retrouvons Mamari Kone et Aliou Touré. C'est un mémorandum en 3 points que les chefs des fractions et des villages de l'arrondissement de Téméra, cercle de Bama, région de Gao, sont venus soumettre au chef du gouvernement. Tout d'abord, la délégation a exprimé le soutien de la population qu'elle représente aux autorités de la transition. À Téméra, les préoccupations du moment ont pour nom l'érection de l'arrondissement en cercle ou à défaut son rattachement au cercle de Bourem situé à 60 km, l'absence de réseau de téléphonie mobile qui impacte négativement la population ainsi que les inondations qui ont récemment touché la localité. L'arrondissement de Téméra a une population de 30 000 habitants répartis entre 31 villages et fractions. Au départ, Bourem comptait 4 arrondissements, l'arrondissement d'Al-Moustrat, l'arrondissement de Bamba, l'arrondissement de Téméra et l'arrondissement central de Bourem. En 2012, l'arrondissement d'Al-Moustrat a été érigé en cercle. À la faveur du découpage de 2023, Bamba est passé cercle. L'arrondissement d'Al-Moustrat, les sites et les fractions d'Al-Moustrat sont devenus cercles. Et les populations ont soutenu mordicus que les conditions qui sont définies permettent au vieil arrondissement de Téméra de devenir cercle. En termes de territoire, en termes de superficie, en termes de population. En réponse, le Premier ministre a invité ses interlocuteurs du jour à formuler officiellement leurs doléances, notamment celles liées aux inondations et à l'absence des réseaux de téléphonie mobile. Ces préoccupations seront ensuite transmises aux départements concernés. Concernant les découpages administratifs ayant conduit le rattachement de Téméra au cercle de Bamba, le Premier ministre a exhorté la délégation à accepter la loi promulguée par le président de la transition dans le cadre de la réorganisation territoriale. Si vous comprenez les enjeux géopolitiques, la situation historique que le Mali traverse, les difficultés des leaders pour prendre certaines décisions, ça vous permet vous aussi de vous assumer, vous expliquer aux populations. Ça va renforcer votre propre légitimité parce que les gens vont comprendre que vous avez le souci de leurs difficultés. C'est pour cela que je voudrais vous remercier beaucoup. Tout ce qu'on peut faire, on va le faire. Le Premier ministre a profité du cadre pour donner le maximum d'informations sur le découpage administratif, la conduite de la transition ainsi que les enjeux géostratégiques du moment. Pour sa part, la délégation a remercié le Premier ministre pour les orientations données et sa franchise. Je vous le disais dans les titres, ce 15 octobre marque la journée mondiale de la canne blanche. Cette année, l'UMAV a choisi le président du CNT comme personnalité de l'année pour lui remettre une canne blanche, un outil permettant aux personnes malvoyantes et non-voyantes de sécuriser leurs déplacements. Cette journée est une occasion de sensibiliser le grand public aux lois relatives à la sécurité routière concernant l'utilisation de la canne blanche. Le président de l'organe législatif de la transition, le colonel Malik Diaw, se dit très touché par le geste, nous dit Nyanya Aliou Traoré. Une journée pas comme les autres pour ces représentants de l'Union malienne des aveugles. Leur président, non moins membre du Conseil national de transition, met dans la main avec le président de l'institution, Malik Diaw. Le symbole est fort et a une double signification. Il s'agit d'abord de magnifier l'humanisme du chef des lieux, très attentif aux préoccupations de cette couche. Et ensuite, c'est marquer cette journée internationale de la canne blanche par ce vibrant appel adressé aux populations maliennes. Respecter la canne blanche, je pense sincèrement que c'est respecter l'humanité. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des frères et sœurs qui vivent avec un handicap. Mais demain, je crois que nous sommes tous exposés à ça. Et chacun a besoin de cette liberté de se mouvoir. Et c'est ça la liberté de nos frères vivant avec un handicap. Et voilà aujourd'hui que je suis honoré par l'Union des aveugles du Mali, vraiment à travers la remise solennelle de cette canne. Et encore une fois de plus, je réitère mes vœux vraiment d'accompagnement et demander encore une fois de plus à l'ensemble de la population malienne, surtout à nos amis transporteurs, parce que nous savons que la circulation constitue un danger aujourd'hui, que ce soit dans les établissements publics,
vraiment privé partout de chercher à connaître l'historique et surtout respecter la canne blanche. Et je le répète, respecter la canne blanche, c'est respecter l'humanité. Cette audience aux allures de plaidoyer sert à rappeler la prise en compte des personnes vivant avec un handicap. En 2023, on dénombrait plus de 200 000 personnes aveugles au Mali, soit un taux de prévalence de la cécité estimé à 1,2% selon le Programme national de santé oculaire. Parmi elles, beaucoup sont réinsérés et pratiquent des métiers générateur de revenus grâce au dynamisme avéré de l'Union nationale des aveugles, l'UMAV qui sollicite d'ailleurs plus d'implication des autorités. Difficulté d'abord par rapport à l'accessibilité des édifices, difficulté par rapport à la scolarisation continue des malentendants, difficulté par rapport à la disponibilité des documents en braille pour les handicapés visuels, difficulté par rapport à l'insertion des personnes handicapées de manière globale au sein de la société. Mais surtout, difficulté du point de vue employabilité des personnes handicapées et l'écoulement des produits fabriqués par les personnes handicapées. Maintenant, j'aimerais quand même féliciter le CNT et au-delà le président de la transition pour les efforts multiples qu'ils sont en train de faire pour soulager l'ensemble des Maliens. Il faut noter que chaque année, l'État octroie à l'UMAV une subvention de 11 millions de francs CFA, 6 pour l'association et 5 pour l'Institut des jeunes aveugles. Adji Bari garde espoir pour son augmentation car il n'a pas caché sa satisfaction après cette entrevue avec le président du CNT. Ça nous a fait chaud au cœur. Si une autorité déjà ajoute sa voix aux nôtres pour sensibiliser les Maliens afin de respecter la canne blanche, et la canne blanche qui est un symbole qui permet aux citoyens aveugles de se déplacer d'un point A à un point B, de participer à la société en toute sécurité. Je pense que c'est un plus. On ne peut qu'être content et très content. L'espoir est donc permis. En témoignent ces chaleureux mots et prouvent à suffisance que la solidarité malienne reste bien une de nos valeurs cardinales. Et justement, mois de la solidarité, de la lutte contre l'exclusion. Au nom du président du CNT, le 4e vice-président de l'institution, Amey Founé Mahalmadan, a rendu visite à Fatoumata Malé, âgée de 107 ans. Elle habite à Korofina, en commune 1 du district de Bamako. Notre personne du 3e âge jouit de toutes ses facultés. Elle a fait des bénédictions pour la stabilité du Mali. Khadija Toukouni a assisté à la visite. Elle mange un peu de tout, mais les fruits, elle en raffole. Elle, c'est la femme la plus âgée de Korofina Nord, en commune 1 du district de Bamako. Fatoumata Malé a soufflé ses 107 bougies cette année. La doyenne du quartier, entourée de ses enfants et petits-enfants, a reçu dans sa maison la visite du 4e vice-président du CNT qui lui a offert des présents. Vêtue d'un boubou tout blanc avec un voile qui couvre ses cheveux blancs, la plus que centenaire apparaît en bonne forme malgré quelques problèmes de vision. Interrogée sur cette visite, notre héroïne a fait des bénédictions pour tout le Mali. Amina. Ka helni bade ka jiya balama ka fanda malama ka la ka sakudanya amina to nga fula ka da kuna ablikte da kana ka jiya malama ka fanda malama ka juke samse ka ke dorgore akay lu safe L'an dernier, la mémé Fatoumata avait reçu la même visite, confirmant son statut de plus vieille femme de Korofina. Instauré dans notre pays depuis 1994, le mois de la solidarité, en plus d'être une tradition, est plus que jamais l'occasion pour se souvenir et rendre hommage aux personnes du 3e âge. Le mois de la solidarité, c'est également une opportunité de mieux adresser la question de la solidarité et son effectivité au sein de nos communautés. Dans notre société, la solidarité est quotidienne, c'est tous les jours de l'année. Mais les autorités de la République ont choisi de mettre en avant un mois pendant lequel nous accentuons nos efforts de la solidarité. Et ensuite, attirer l'attention de tous nos concitoyens sur ce geste qui est notre tradition profonde. Cette année, l'accent est mis sur la solidarité envers les victimes des inondations qui ont frappé le Mali. Occasion pour le visiteur du jour de passer son message. Notre message à l'endroit des victimes, c'est que le Mali entier est solidaire de la situation qu'ils vivent aujourd'hui.
que l'on voit et que l'on suive les instructions que les organes et les agents de l'État nous donnent par rapport à l'implantation de nos habitations, par rapport à nos gestes quotidiens. Fatmata Malé souhaite retrouver ses visiteurs pour l'édition prochaine et elle invite tous les Maliens à demeurer dans l'esprit de solidarité et d'entraide. C'est à ce prix que nous participerons ensemble au rayonnement d'un Mali uni, poursuit-elle. Voilà encore beaucoup d'années pour notre mamie. Autre titre de ce journal, l'élan de solidarité du président de la transition envers ses compatriotes, surtout en ce mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Le conseil spécial du chef de l'État a remis ce matin un don de plus de 200 à 200 personnes de la rive droite du district de Bamako au nom du président de la transition. Ce don essentiellement constitué de vivres aidera les bénéficiaires dans leur alimentation quotidienne. Le geste se situe dans le cadre des activités des œuvres sociales du président de la transition. Le reportage de Youssouf Diakité. Des larmes de joie, c'est ce qu'on voit ici. Cette émotion, c'est à la suite de la remise de ces dons constitués essentiellement de vivres aux personnes vulnérables. Remise effectuée ici par le conseiller spécial du président de la transition. Ce sont plus de 200 personnes qui bénéficient de cet appui du président de la transition, couplé cette fois-ci au mois de la solidarité. Aujourd'hui, c'est vraiment un grand jour. Nous sommes très émus de recevoir vraiment ces appuis composés de kits alimentaires qui sont 50 kg de riz, 50 kg de mil, 20 litres d'huile et 5 kg de pâtes alimentaires. Et ces appuis sont destinés uniquement aux personnes démunies. Les bénéficiaires manquent de mots pour remercier le président de la transition. Nous n'avons vraiment pas de mots pour remercier Assimi Goïta. Moi personnellement, je marchais des kilomètres chaque jour pour chercher de quoi nourrir la famille. Grâce à cet appui, j'oublierai un peu ces calvaires. Nous remercions Assimi Goïta et son équipe. Les œuvres sociales du président de la transition continuent dans ce mois de la solidarité. C'est pour que le président veut transmettre sa générosité, son patriotisme au peuple malien en général et les démunis en particulier, surtout les victimes des inondations. À travers les œuvres sociales, tant qu'un Malien aura des difficultés, lui ne dormira pas. Il fera tout pour aplanir ces difficultés-là. C'est dans ce cadre-là qu'on est là. Les œuvres sociales vont continuer dans le cadre du mois de la solidarité, à peu près sur toute l'étendue du territoire. Les intervenants ont tour à tour salué ce geste hautement humain du président de la transition, un geste qui cadre parfaitement avec les objectifs du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Les partis politiques s'approprient les grandes lignes du programme national d'éducation aux valeurs. C'est au cours d'une séance de restitution hier au Centre international des conférences de Bamako. Cette démarche du ministère de la Refondation de l'État est d'inculquer certaines valeurs du Mali croix aux Maliens. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. Le reportage de Youssouf Diakité. Pour une meilleure gouvernance des affaires publiques de façon générale, il est important de prendre en compte nos valeurs sociétales dans nos modes de management. C'est ce qui a motivé la mise en route du programme national d'éducation aux valeurs PNEV. PNEV s'articule autour de certains axes stratégiques, notamment la promotion de l'éducation civique, morale et patriotique, la création d'espaces d'éveil citoyen, le soutien à l'autorité parentale. La présence des partis politiques a été vraiment assez réconfortante parce qu'en nombre, ils sont venus en nombre pour cela, pour écouter. À charge pour les experts du département donc d'apporter l'éclairage nécessaire sur le document pour qu'ils se l'approprient. Aujourd'hui, nous sommes assez satisfaits de cette session. L'un des axes stratégiques, c'est aussi de contribuer au renforcement des capacités des acteurs institutionnels et sociopolitiques. Ce que je viens de voir est rassurant. Et je les félicite et j'y profite également pour féliciter mon parti pour avoir emboîté les pas. Parce que nous avons compris, bien avant tout ça, on a dit aucune démocratie, en tout cas ce que nous recherchons au Mali, n'est possible sans un retour à nos valeurs ancestrales. Nous, partis politiques, nous demandons à ce que le gouvernement arrive à programmer des ateliers qui permettent à ce qu'on puisse apporter nos contributions, nos recommandations par rapport à ça.
C'est une très belle initiative pour moi. Donc moi je trouve qu'aujourd'hui on doit se poser des questions. Pourquoi un tel programme? Pourquoi une éducation aux valeurs? Ça veut dire que nous avons tout simplement perdu nos valeurs. Et pourquoi avons-nous perdu nos valeurs? Il y a beaucoup de raisons. C'est que nous sommes un peuple, aujourd'hui nous sommes le fruit, en tout cas d'un certain nombre de colonisations, d'un certain nombre de facteurs qui ont fait que l'homme malien n'est plus ce qu'il était. Aujourd'hui, ce débat, il faut le saluer à plusieurs titres. D'abord, le gouvernement nous a impliqués. Nous sommes des acteurs politiques, des acteurs sociaux qui sont dans la salle. Le gouvernement a fait un beau travail. Il s'agit pour les invités du jour, les acteurs politiques, de mieux maîtriser les valeurs d'hommes, les valeurs de la République et du système. C'est ce qu'attendent des autorités de la transition, représentées ici par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Je demeure convaincu que les représentants des partis politiques, porteurs de projets de société, joueront pleinement leur participation dans cette activité d'appropriation, de réappropriation et de vulgarisation du PNEV. Il s'agit, après la dissémination de ce programme national d'éducation aux valeurs, d'obtenir des citoyens de type nouveau, bien formés, responsables, patriotes, travailleurs consciencieux, respectueux de l'ordre et du mérite. C'est à cela que travaille quotidiennement le ministère de la Refondation de l'État, chargé des relations avec les institutions. Et après les partis politiques, c'était les hommes de médias à l'honneur ce mardi après-midi. La séance de restitution du programme national d'éducation aux valeurs s'est déroulée en présence des ministres en charge de la communication et celui de la refondation. Pour une meilleure mise en œuvre du PNEV, le gouvernement dit fonder beaucoup d'espoir sur les journalistes qui constituent le quatrième pouvoir. Il s'agit d'inculquer aux hommes de médias les notions de patriotisme, de civisme pour réussir le pari de la refondation. Cela passe par la diffusion et la promotion des valeurs, la création des contenus positifs et la collaboration avec les institutions. Le reportage de Mohamed Kayantao et Djeli Maran Diabaté dans nos éditions futures. Demain, 16 octobre, c'est la journée mondiale de l'alimentation. Le thème retenu cette année est le droit aux aliments au service d'une vie et d'un avenir meilleur. Cette journée mettra en lumière l'importance d'une alimentation variée, nutritive, abordable, accessible et durable pour atteindre la sécurité alimentaire et une alimentation saine pour tous. La journée sera célébrée le 17 octobre à Sibi. Elle est couplée à la journée de la femme rurale. Le ministre de l'Agriculture, dans son discours, énumère quelques initiatives prises par les autorités en lien avec le thème. Je vous invite à suivre la synthèse du discours de Daniel Simon-Kéléman avec Inaba. Au Mali, le secteur agricole regorge beaucoup de potentialités. Malheureusement, ce secteur subit de plein fouet les effets néfastes des changements climatiques. C'est pourquoi le département en charge de l'agriculture ne cesse de développer des stratégies pour inverser la tendance. La 44e édition de la journée de l'alimentation est une opportunité pour les décideurs de faire le bilan des acquis. La journée mondiale de l'alimentation 2024, placée sous le thème le droit aux aliments au service d'une vie et d'un avenir meilleur, ne laisser personne de côté. Focalise sa campagne de sensibilisation sur la solidarité et l'action mondiale en faveur de la transformation des systèmes agroalimentaires mondiaux afin de relever efficacement le défi d'une gestion durable de la sécurité alimentaire et nutritionnelle prônée par les plus hautes autorités de notre pays. Selon les spécialistes, ces dernières années, nous assistons aux conséquences néfastes du changement climatique, notamment la sécheresse et des inondations. Ceux-ci vont jouer sur la campagne et certains bassins agricoles. Des évaluations sont en cours. Plus de 3,1 milliards de personnes dans le monde, soit 42%, n'ont pas les moyens d'avoir une alimentation saine. Cette situation peu reluisante est due en partie aux effets néfastes des changements climatiques. Pour y parvenir, le gouvernement du Mali ne ménagera aucun effort pour garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle à l'échelle du pays
et bâtir une société résiliente en mettant en place des mécanismes d'une gestion rationnelle des systèmes agroalimentaires pour le bien-être des générations présentes et futures. Pour rappel, la Journée mondiale de l'alimentation sera célébrée conjointement avec la Journée internationale de la femme rurale le jeudi 17 octobre à Sibi. Fin des travaux de la première session spéciale de la Cour d'appel de Bamako après 3 mois d'intenses activités. Sur les 51 affaires inscrites au rôle, seules 3 ont fait l'objet de renvoi. Les peines et condamnations prononcées au cours de cette session sont les réclusions à perpétuité, les réclusions criminelles à temps, les emprisonnements fermes et les emprisonnements avec sursis. La Cour a prononcé également le remboursement de plus de 110 milliards de francs CFA, plus de 50 milliards d'amendes. L'affaire dite achat de l'avion présidentiel et d'équipements militaires a été renvoyée à la prochaine session. Le reportage de Garibou Pérou et de Tchédje Kamar. Dans les mailles de la justice, il suffit d'être innocent pour sortir sans écorchure. Après plus de 3 mois d'écoute, de débats pour la manifestation de la vérité, l'heure est au bilan. Le procureur général doctrinaire de la justice de proximité résume les résultats obtenus au cours de cette session de crimes économiques et financiers. Il y avait un total de 51 affaires inscrites au rôle et qui concernaient 181 accusés, dont 18 cas d'atteinte aux biens publics, 3 cas de blanchiment de capitaux et 30 cas relatifs aux infractions de faux, usage de faux, escroquerie et abus de confiance. Au cours de cette session, la Cour a jugé 48 affaires et renvoyé 3 autres à une prochaine session. C'est ainsi que la Cour a prononcé 11 condamnations à des réclusions à temps, 6 cas d'emprisonnement ferme, 29 cas d'emprisonnement avec sursis, 77 cas d'acquittement, 30 cas de condamnation avec contumace. Au titre des amendes au profit de l'État, la Cour a prononcé la condamnation des accusés au paiement de la somme de 50 252 331 185 francs. Elle a aussi ordonné le remboursement de 111 607 710 528 francs. Au titre des dommages et intérêts, la Cour a prononcé au profit des victimes la somme totale de 498 500 000 francs. Des peines, des condamnations, des acquittements prononcés par la Cour rassurent l'ordre des bâtonniers. Mais Maître Diop résiste devant le charme des résultats et attire l'attention du procureur général. C'est avec fierté, Monsieur le procureur, que je prends avec vous à l'instant qu'il y a eu plus de 60 acquittements prononcés par cette Cour spéciale pendant cette session. Mais Monsieur le procureur général, attention aux graphiques. Attention aux chiffres, attention aux statistiques. La justice n'est pas que graphique et statistique. La justice, c'est un idéal à atteindre, un idéal pour les populations, qu'elles se reconnaissent dans les décisions rendues par la justice. C'est d'abord et surtout ça la justice. Message bien reçu, le premier président réserve à la corruption et à la délinquance financière un traitement exemplaire. Il engage donc les organes de poursuite car cette lutte pour lui est une exigence sociale. Les peines et condamnations prononcées au cours de cette session se présentent comme suit. Réclusion à perpétuité, réclusion criminelle à temps, emprisonnement ferme, emprisonnement avec sursis. Monsieur le procureur général, ces peines à première vue paraissent lourdes. Lourdes, elles ne le sont pas du tout. Elles traduisent la réponse de la société à des comportements déviants dont certains de ses membres ont fait montre, au mépris de nos lois et de nos valeurs morales et sociétales. Nous ne cessons de le rappeler, la délinquance économique et financière met en péril les finances de l'État en les privant des ressources nécessaires. J'exhorte les organes de poursuite et d'instruction en matière économique et financière à développer vigoureusement les saisies patrimoniales en faisant procéder, dès qu'elles sont juridiquement possibles, à la saisie des biens, quelle que soit leur nature, appartenant ou à la disposition des personnes impliquées.
L'affaire la plus attendue est celle relative à l'achat de l'avion présidentiel et d'équipements militaires. Elle est renvoyée à la session prochaine pour complément d'information. Il est reproché aux auteurs les faits de faux en écriture, usage de faux, atteinte au bien public, corruption, trafic d'influence et favoritisme. Le ministre des Transports et des Infrastructures sur le terrain pour constater les dégâts causés par les inondations sur les infrastructures routières. Le constat est amer, la chaussée est impraticable sur certains tronçons. La mesure urgente est le nettoyage des points d'obstruction sur les ouvrages d'assainissement avant la mise en œuvre d'un vaste programme de réhabilitation de ces ouvrages prévu après la saison des pluies. Le point avec Bemba Sibi et Aruna Diarra. Après les inondations à Bamako, de nombreuses infrastructures routières sont en mauvais état. La dégradation a touché la chaussée et les revêtements, les dispositifs de retenue ou encore les panneaux de signalisation qui ont été arrachés. Le ministre des Transports et des Infrastructures a visité les zones concernées. Le seuil d'alerte fixé depuis 1967 a été dépassé. Certains axes routiers ont été submergés. Quand une route est submergée, qui connaît la structure des routes, on a constaté des dégradations, souvent des ruptures de trafic sur certains axes routiers. Les inondations et la submersion des routes sont principalement dues à l'occupation anarchique des servitudes des cours d'eau et le non-fonctionnement de certains ouvrages d'assainissement comme les caniveaux et collecteurs. Certains riverains tentent d'ailleurs de curer les caniveaux de leur rue. Pour l'instant, le département en charge des infrastructures a pris des mesures urgentes pour réhabiliter ces infrastructures. On a décelé des points obscurs, c'est-à-dire les points qui constituaient des points de blocage de l'eau. Chaque fois que nous constatons un point obscur, le point obscur est traité. On est en train d'élaborer un programme spécial qui prendra en compte tous les dégâts d'hivernage. Ce n'est pas seulement dans le district de Bamako, parce qu'on a vu certaines routes nationales, c'est-à-dire des corridors, qui n'ont pas échappé aussi aux effets néfastes de ces inondations. Donc ces corridors aussi, les services régionaux des routes ont fait le point. Et nous sommes en train de finaliser les programmes. Des travaux qui seront exécutés après la saison pluvieuse pour des raisons techniques. La HAC vient de récompenser 10 chaînes de télévision monitorées. Ce sont des chaînes qui se sont distinguées dans la prise en compte de l'inclusion des groupes marginalisés dans leurs programmes à travers des émissions de débat ou dans le traitement de l'information. Cette initiative de la HAC est appuyée par IFES, Fondation internationale pour les systèmes électoraux. Le compte-rendu de Barakissa Ouattara et de Djeli Marandiabati. 10 chaînes de télévision récompensées pour les efforts consentis dans l'inclusion de certaines couches dans leurs programmes. Il s'agit des femmes, des jeunes et des personnes vivant avec un handicap. Les récipiendaires ont su se démarquer en augmentant le temps d'antenne qui leur est consacré et en veillant à ce qu'elles soient intégrées dans les sujets de débat, les magazines et les journaux télévisés. Dans la grille des programmes que nous élaborons, nous tenons compte de tous les acteurs de la société dans l'élaboration de la grille, donc pour que chacun trouve sa part dans les émissions. Donc c'est pourquoi les personnes qu'on qualifie de sensibles donc sont aussi prises en compte dans le travail que nous faisons. Quand il y a eu la première évaluation, le premier trimestre, par rapport à Mandé TV, on n'était pas très bien positionné. Pourtant, notre ligne éditoriale, elle est socioculturelle. On faisait certaines activités sans se rendre compte que, en réalité, on avait des insuffisances. Ce projet, la première évaluation, le premier trimestre, nous a mis face à nos insuffisances, a pu nous dire comment on peut, ensemble, comment travailler à, dorénavant, réduire ces insuffisances-là. La haute autorité de la communication, ambitieuse de faire respecter le principe d'égalité des usagers, a été appuyée dans cette initiative par son partenaire AFS, Fondation internationale pour les systèmes électoraux. Si les données des 3 rapports avaient révélé un faible niveau d'inclusion des groupes marginalisés dans les programmes des médias, entre autres 21% pour les femmes, 20% pour les jeunes et 0,5% pour les personnes vivant avec un handicap, ces constats étaient assortis de recommandations
pour plus d'inclusion de ces groupes dans les programmes des médias. Ainsi, la présente cérémonie de remise des prix intervient un an après et à l'issue d'une évaluation. J'allais dire d'une auto-évaluation de vos programmes à travers une fiche d'évaluation renseignée par vos services techniques respectifs. Le président de la HAC a invité les récipiendaires à faire plus, sinon à intégrer cette donne dans le quotidien de leur service. Les responsables du syndicat national de l'information, de l'informatique, de la presse et de l'industrie du livre étaient ce matin face à la presse. Le secrétaire général du SNIPIL a entretenu les hommes de médias de la situation qui prévaut dans les différentes structures affiliées au SNIPIL. Pour plus de détails, je vous invite à écouter Bassaro Aïdra au micro de Ibrahim Kaoukonati. Et cette conférence de presse est une alerte à l'endroit des autorités de ce pays pour qu'ils se rappellent que la presse a toujours existé, que la presse existe et qu'il faut de la communication. Et pour faire de la communication, il faut les moyens pour communiquer. Je l'ai dit dans mes propos, on était au ministère de l'Information et depuis un certain nombre d'années, on est passé de l'information à la communication. Et quand nous sommes dans la communication, ça a son coût. Et ça a son sens. Quelques points, c'est par rapport à la situation de l'assurance maladie obligatoire. Ajouté à cela, depuis juillet 2021, il y a eu un alignement de l'indice salarial. On n'a pas encore bénéficié au niveau de nos structures, au niveau du contractuel. Aujourd'hui, nos équipements ne sont plus adaptés. À cela, la crise énergétique. Contrairement peut-être à d'autres structures qui ont des subventions à ce niveau, nous payons le carburant sur fonds propres pour la plupart de nos structures. C'est un manque énorme à gagner. Pour des structures qui ont des retards de salaire, imaginez ce que ça fait chaque fois si vous devrez, ou chaque jour si vous devrez déployer des millions pour acheter du carburant, pour faire marcher les groupes électrogènes. C'est pour mourir à la fin. En tout cas, nous sommes dans une situation de coma artificiel. Nous voulons nous ressusciter. Nous demandons à l'État d'intervenir rapidement pour nous aider à nous ressusciter. L'Institut Simon Finance et Management International honore la mémoire de l'ancien ministre Adama Samasekou à travers une promotion qui porte son nom. Les étudiants ont reçu leur parchemin ce week-end. Ils sont diplômés en finance islamique, management des projets, marketing, commerce international, communication et publicité. Le reportage de Kassim Diallo. Cette année, les nouveaux diplômés 2023-2024 de l'ISFMI portent le nom d'une figure emblématique de notre pays. Une référence dans le monde éducatif, culturel et universitaire, fait le professeur Adama Samasekou. Ils étaient 250 récipiendaires, des étudiants et des professionnels à recevoir le précieux sésame, le diplôme qui sanctionne plusieurs années d'études et qui ouvre le chemin vers la vie professionnelle. Aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins. Un chapitre se ferme, mais un nouveau encore plus ambitieux s'ouvre devant nous. Nous nous engageons à être dès demain des cadres modèles totalement engagés pour le progrès du Mali. La vocation de l'ISFMI est de former les véritables managers internationaux des organisations entreprises du 3e millénaire, dotés de qualités de polyvalence, d'initiative et de communication, et capables de décider, d'entreprendre, d'agir avec un sens aigu de la responsabilité et de l'éthique. 250 jeunes maliens détenteurs de diplômes supérieurs dans des filières variées qui s'engagent désormais à maintenir vif les flambeaux du travail bien fait allumé par leur parrain, fait Adama Samasekou. Au-delà du nom mémorable, identifie votre promotion, chers jeunes. Je vous exhorte donc à suivre l'exemple de cet homme de bien pour fleurir où que vous soyez à l'avenir. Les cérémonies de sortie de promotion de l'ISFMI sont toujours ces occasions qui réunissent des acteurs du monde universitaire, ceux du secteur privé, de l'administration et des personnalités du pays pour des échanges fructueux en vue de préparer les nouvelles générations pour des lendemains meilleurs. Chers étudiants, étudiez pour développer votre patrie. Si nous avons de la préférence, c'est en faveur de meilleurs. Occasion également de faire des grandes annonces sur des initiatives de croissance comme par exemple ce projet de développement des textiles au Mali intitulé le président son excellence le colonel Assimi Goïta. La révolution du textile au Mali, projet présenté par le professeur Toumani Bagayogo et qui verra très bientôt les jours.
Nous arrivons à la chronique judiciaire. Elle s'intéresse à la jurisprudence qui est un mot classique dans la grande famille judiciaire, fréquemment utilisé par les professionnels, mais le terme reste un peu flou pour le commun des mortels. Lors des décisions de justice relatives aux affaires constitutionnelles, judiciaires, administratives, financières et j'en passe, les juges font appel à la jurisprudence, comme si c'est la jurisprudence qui met en évidence le bon sens de la justice. Pourtant, il n'y a pas de disposition spécifique au plan national qui parle de la jurisprudence jusqu'ici. C'est quoi donc ce principe judiciaire? La réponse dans la chronique judiciaire signée Garibou Pérou et Djeli Makandiabate. Vide juridique ou flou juridique, l'un comme dans l'autre, le juge a l'obligation de trouver une solution à tous les problèmes. Soit il adapte le droit à la société, soit il propose les normes juridiques. C'est dans ces cas de figure que les techniciens de droit est amené à faire appel au principe de la jurisprudence. Le juge ne fabrique pas la loi, mais il applique la loi qui est élaborée par le pouvoir législatif. Et dans cette application, naturellement, vous allez vous en percevoir que tout n'est pas prévu par les textes. Les litiges qui viennent souvent au juge, tout n'est pas prévu par les textes. Ou bien les textes qui nous viennent, tous les textes ne sont pas aussi assez clairs et précis pour donner une solution simple au juge. C'est dans ce contexte qu'est intervenue la notion de jurisprudence. Donc, en termes techniques, la jurisprudence, c'est l'ensemble des décisions, c'est l'ensemble des solutions apportées par les cours et tribunaux à un problème de droit posé. Il y a plusieurs types de jurisprudence. Pour le substitut général à la Cour d'appel de Bamako, les cas sont traités en fonction de la matière. C'est la raison pour laquelle la question de la spécialisation s'impose aux acteurs judiciaires. Quand vous regardez, il y a la matière civile, il y a la matière pénale, il y a la matière administrative, il y a la matière commerciale. Donc, en fonction des matières, la jurisprudence diffère. Silencieux, souvent vague, voire abstrait, comment les juges parviennent-ils à trancher, par exemple, les faits d'atteinte aux biens publics et les abus de biens sociaux? Je prends un exemple précis. Les textes internes en matière d'atteinte aux biens publics, notamment l'article 106 et 107, ils disent que les sociétés dans lesquelles l'État est partie, qu'elles soient partie unique ou co-associées, que si vous portez atteinte, si vous détournez ces biens, vous êtes poursuivi pour des faits d'atteinte aux biens publics. C'est le code pénal qui dit ça, qui est national. Mais de l'autre côté, nous avons le texte communautaire, l'OADA. Et ce texte dit qu'une fois que vous portez atteinte, une fois que vous détournez, vous faites un usage contraire de ces biens à l'intérêt de la société, que vous faites ce qu'on appelle un abus de biens sociaux ou abus de biens sociaux. Et l'abus des biens sociaux est puni, quels que soient les montants, est puni d'1 an à 3 ans. Même si vous bouffez les milliards, c'est puni d'1 an à 3 ans. Mais par contre, dans le cadre d'atteinte aux biens publics prévu par le code pénal, une fois que vous dépassez la barre des 50 millions, vous êtes puni à perpétuité. La position de la Cour d'appel aujourd'hui est qu'il s'agit d'un cas d'atteinte aux biens publics. Mais on attend d'abord la réaction de la Cour suprême parce que les gens se sont prouvés en cassation. On attend la réaction de la Cour suprême pour préciser. Et une fois que la Cour suprême va dire qu'il s'agit d'un cas d'atteinte aux biens publics, tout le monde va s'aligner. Mais si elle dit qu'il s'agit d'un cas d'abus de biens sociaux, et là, tout le monde va s'allier. Les décisions de jurisprudence donnent une source de droit. Sans équivoque, cette source de droit permet l'application des lois en fonction des critères contextuels. La jurisprudence, vraiment, c'est le charme du droit. Parce que les textes ne peuvent pas tout prévoir. Quoi qu'on fasse, les textes ne peuvent pas tout prévoir. Les juges sont appelés souvent à compléter la loi. C'est ça le charme. Et c'est dans ces cas que les juges procèdent à l'émergence du droit. Et à côté des juges également, il y a ce qu'on appelle les doctrinaires, les professeurs d'université, qui également, ils commentent des décisions de justice, qui les juges peuvent s'inspirer également de ça encore pour parfaire leurs décisions. Prévu nulle part dans les dispositions nationales, la jurisprudence qui désignait hier la science du droit est aujourd'hui un appui juridique, un instrument mis à la disposition du juge afin d'éviter les contradictions dans les décisions de justice.
Vous l'avez suivi en direct sur nos antennes. Les Aigles du Mali ont fait un match nul, 0 but partout avec la Guinée-Bissau cet après-midi à Bissau. La rencontre comptait pour la 4e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Le Mali reste en course pour la qualification à la phase finale et doit attendre les prochaines journées pour décrocher le ticket de la qualification. Le reportage avec nos envoyés spéciaux à Bissau, Abdul Karim Kaba et Mahamadou Sidibé. Ainsi prend fait cette rencontre ici au stade du 24 septembre à Bissau entre la Guinée-Bissau et le Mali au compte de la 4e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Un match soldé par un nul de 0 but partout entre la Guinée-Bissau et le Mali. Dans le groupe I, le Mali et le Mozambique ont chacun 8 points. La Guinée-Bissau a 4 points dans ce groupe et reste 3e. Et Eswatini ferme la marche. J'ai vu une équipe de Guinée-Bissau qui est très bien jouée, très agressif, avec beaucoup d'émotions, une équipe forte avec beaucoup de qualité. Et au début, on a des problèmes de jouer notre jeu. On n'a pas contrôlé comme on a veut, mais on a créé quelques occasions. Deuxième mi-temps, la plus grande occasion pour moi, c'est 5 minutes. Dans le deuxième mi-temps, on a 3 tirs, Yves Bissouma, Bilal et je pense Aliou. Plus vite des tirs au but dans le 16 mètres dans une action. On doit marquer ça. Et on n'a pas utilisé nos occasions qu'on a. Mais je dois dire que mon défense a aussi très bien joué. Gigi, tous les défenseurs, parce que aussi Guinée-Bissau a créé de bonnes occasions, mais notre défenseur a bien joué. Match nul, c'est pas qu'on veut, mais on a 8 points. On joue à Mozambique et à domicile contre Eswatini. Quand on gagne un match, nous sommes qualifiés. On a fait notre boulot à la maison. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a cherché de 3 points, mais ne pas trouver les 3 points. Mais bon, les prochains 2 matchs, nous voilà. Avant Mozambique, nous avons envie de penser le premier match. C'est pas même la peine que nous pensions à Mozambique si nous ne pensons pas ou si nous ne jouons pas pour le premier match. L'actualité dans les pays de l'AES nous conduit au Niger avec la réunion des experts de l'Agence de la métrologie des pays de l'AES. Pendant 48 heures, il harmonise les politiques de procédures réglementaires en matière de la métrologie, suivant ce reportage de Rahama Ousmane Tinao et Idrissa Oumarou. Cette réunion historique rentre dans le cadre de l'opérationnalisation de la vision des 3 chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel dans le domaine de la météorologie. C'est dans ce contexte que les départements ministériels concernés dans les 3 États, dont le Burkina Faso, le Mali et le Niger, ont été invités à engager le processus de l'harmonisation des pratiques et des procédures réglementaires en matière de météorologie. L'objectif de cette première rencontre est de mettre en place un cadre d'échange et de collaboration entre les services investis de l'autorité de la météorologie en vue d'accompagner la concrétisation de la Confédération des États de l'AES. Comprenez par là qu'à travers la mission qui nous est confiée, nous sommes inéluctablement au début de toute croissance, de tout développement. Et l'AES nous invite à assumer davantage et ensemble ce rôle d'avant-coureur du développement dans nos différents pays. L'Agence nationale de la météorologie du Burkina adhère pleinement à cette démarche, convaincue que c'est ensemble que nous pourrons relever les défis qui se posent à nous. Le secrétaire général adjoint du ministère des Transports et de l'Équipement a à son tour évoqué l'intérêt de cet atelier. 2 jours durant vos échanges vont consister à faire la revue documentaire en vue de partager les méthodologies, technologies et procédures en vigueur dans chaque pays membre, détecter les écarts et les domaines nécessitant une harmonisation selon les standards internationaux
identifier les besoins en formation et en ressources pour soutenir l'harmonisation des procédés et la mutualisation des efforts, proposer des directives communes basées sur les meilleures pratiques et les standards internationaux. Cette rencontre marque ainsi le début d'une collaboration encore plus étroite et efficace entre les 3 États du Sahel et bénéfique aux populations de l'AES. Nous restons au Niger qui célèbre également la journée internationale de la femme rurale le jeudi 17 octobre. En prélude à cette journée, le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales, le médecin colonel-major Garba Hakimi, a procédé hier au lancement officiel de la première édition de la foire de la femme rurale, une foire consacrée à l'exposition et à la vente de produits 100% locaux des femmes transformatrices du Niger. Le reportage de Mariama Ibrahim Sabi et Souleymane Ouali. Cette première édition de la foire de la femme sur l'exposition et la vente des produits locaux intervient en prélude à la journée internationale de la femme rurale, une journée qui met en exergue toutes les questions liées à la femme instaurée le 18 décembre 2007 par l'Assemblée générale des Nations unies. Elle a été instaurée dans le but de reconnaître le rôle décisif et l'importance des femmes rurales dans la promotion du développement agricole, dans l'amélioration de la sécurité alimentaire et dans l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de ces femmes. En lien avec l'ODD 5, parvenir à l'égalité des sexes. Le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales a dans ses propos félicité l'ingéniosité des femmes à travers cette initiative. Cette fois est l'occasion de célébrer la capacité d'innovation et d'adaptation des femmes nigériennes. Les produits que nous avons l'honneur d'admirer ici sont le fruit d'un travail acharné, mais aussi d'une vision. Le ministre n'a pas omis de rappeler les efforts des autorités de la transition dans le cadre de la promotion de la femme nigérienne. Les plus hautes autorités de ce pays, au premier rang desquelles le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdourahmane Tchani, du Premier ministre, M. Mohamed Lamine et l'ensemble du gouvernement ne ménagent aucun effort pour promouvoir l'accès des femmes et des filles à l'éducation, à la formation professionnelle, aux technologies modernes et aux ressources financières indispensables à leur épanouissement. Le médecin colonel-major Garba Hakimi a par la suite invité la population de Niamey et alentour à accompagner ces vaillantes femmes à travers la visite et l'achat de leurs produits afin d'encourager la consommation de nos produits locaux. Au Burkina Faso, le directeur de cabinet du président du Faso a présidé au nom du chef de l'État la cérémonie de remise de chèques à 4 structures pour des actions de lutte et de sensibilisation contre le mal du siècle. Il s'agit du sida. Le montant total est de plus de 115 millions mobilisés par le Conseil national de lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles. Le commentaire de Moussaki. 4 structures de lutte contre le sida reçoivent ici un appui financier de la part de l'État burkinabé. Le comité de lutte contre le sida du département en charge de la défense obtient plus de 33 millions de francs CFA. Celui du ministère en charge de l'éducation nationale, 20 millions de francs CFA. L'action citoyenne et communautaire pour la résilience et le développement, accord, repart avec un chèque de plus de 28 millions de francs CFA. Et le Conseil national de l'économie informelle, un chèque de plus de 33 millions de francs CFA. Environ 116 millions de francs CFA mobilisés par le Comité national de lutte contre le sida et les IST pour la lutte et la sensibilisation contre le mal du siècle. Cette cérémonie de remise de chèques est présidée par le directeur de cabinet du président du Faso. L'objectif visé de cet accompagnement est d'encourager ces acteurs. Bien sûr, il s'agit de 4 acteurs, mais d'encourager l'ensemble de ceux qui sont engagés dans la lutte contre le VIH-Sida à redoubler d'efforts au regard de certains facteurs qui découlent bien sûr de la situation et du contexte sécuritaire que nous avons. Le taux de prévalence du VIH-Sida
est de 0,5% au Burkina Faso, selon le secrétaire permanent du comité de lutte contre la maladie. Nous avons remis des chèques à 4 structures qui vont mener des activités de prévention et de promotion dans la lutte contre le VIH-Sida, en faveur des forces de défense et de sécurité, en faveur des adolescents en milieu scolaire, en faveur aussi des adolescents au niveau de l'économie informelle et en faveur des personnes déplacées internes. Les bénéficiaires, par la voix de leur porte-parole, saluent cet accompagnement financier. Nous restons au Burkina pour parler cette fois-ci de la 75e session du comité exécutif du programme du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés qui a ouvert ses travaux ce 14 octobre 2024 à Genève. C'est une occasion pour l'institution onusienne et ses 127 États membres et observateurs de faire le bilan des activités en matière de gestion de la situation des réfugiés dans le monde. Le reportage de Sébastien Zongo. Les apatrides, ces personnes qu'aucun État dans le monde ne considère comme ses ressortissants par application de sa législation, sont au centre des attentions à cette 75e session du comité exécutif du programme du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. L'apatridie, une cause et une conséquence des migrations forcées dues notamment aux guerres dans le monde, selon Filippo Grandi, Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Avec lui, les 110 pays membres et 17 observateurs et la quarantaine d'autres observateurs non étatiques évaluent 10 années d'activité de J'existe, une campagne mondiale lancée en 2014 avec pour objectif de mettre fin à l'apatridie dans le monde. Le Turkménistan est le seul pays à avoir atteint l'objectif, mais les acteurs saluent des avancées significatives. Le Burkina s'est activement engagé à tous les forats internationaux pour marquer son attachement à un monde sans apatrides. C'est dans ce sens qu'il a procédé à l'élaboration d'un plan d'action national 2017-2024 de lutte contre l'apatridie et bâti sur 9 actions majeures financées avec l'accompagnement du HCR. Les engagements pris par mon pays lors du récent forum mondial sur les réfugiés et qui vise à améliorer d'une part le cadre juridique national relatif à la gestion des réfugiés, des apatrides et des personnes déplacées internes, et d'autre part à améliorer l'accès aux actes d'état civil et aux documents d'identification pour les réfugiés et les personnes déplacées internes, s'inscrivent dans la même dynamique. L'adoption d'un nouveau plan d'action national de lutte contre l'apatridie, d'une loi révisée sur le statut des réfugiés et d'une solution digitale de déclaration automatique des naissances sont autant de perspectives envisagées. S'il faut se féliciter des efforts consentis et des résultats fort appréciables engrangés, il me semble davantage indiqué de se préoccuper des facteurs et phénomènes qui engendrent et aggravent l'apatridie. Le terrorisme, le financement des groupes terroristes, le changement climatique, etc., et qui ont un lien fort avec la gestion égoïste du monde et les politiques monopolistiques de certains États et acteurs. L'Alliance mondiale pour mettre fin à l'apatridie est lancée à cette occasion avec une centaine d'États et d'organisations déjà engagées, parmi lesquelles l'Union africaine. Maïmouna Sangaré, la doyenne d'âge du district de Bamako, est décédée cet après-midi à l'âge de 115 ans. Un décès survenu pendant ce mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion dont le Mali célèbre la 29e édition. Maïmouna Sangaré avait reçu l'année dernière à la même période la visite du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, à qui elle a fait beaucoup de bénédictions pour le Mali. Notre mamie nationale s'en va avec le Mali dans son cœur. Youssouf Diakité nous parle de la biographie de la doyenne d'âge du district de Bamako.
Née en 1909, elle était âgée aujourd'hui de 115 ans. Maïmouna Sangaré va avec le Mali dans son cœur. Elle aurait consacré sa vie à cultiver la paix et le vivre ensemble. C'est pourquoi, dès l'annonce de son rappel à Dieu, ce mardi 15 octobre 2024, les amis, les collaborateurs, mais surtout les enfants et les petits-enfants ont pris d'assaut le domicile. Nous prions pour le repos de son âme. Nous, en tant que fils, profitons toujours des conseils qu'elle nous donnait. Elle a eu une dizaine d'enfants. Maternité, un homme de maternité, nous sommes reconnaissantes des efforts consentis par les autorités de la transition. Même ce matin, j'étais avec elle, mais je ne savais pas qu'elle allait nous quitter aux alentours de 14 ans. Cette vieille était une maman merveilleuse. Elle mettait tout le monde sur les mêmes pieds d'égalité. Nous prions pour elle. Le chef de quartier de Nyongiramuku rassure de l'amabilité de la défunte. Il a été évident que Maïmouna Sangaré était la plus âgée. Sa carte d'identité était authentique. C'est moi-même qui ai fait le premier recensement. Elle était vraiment humaine. Dès l'annonce de la nouvelle, les services techniques du développement social et de l'économie solidaire ont commencé à prendre toutes les dispositions nécessaires pour le bon déroulement de la cérémonie funéraire. Nous sommes très attristés par rapport à la nouvelle parce qu'on s'apprêtait même à lui rendre visite. Et cet après-midi, j'étais en train d'échanger avec mon directeur national pour prendre connaissance de son état de santé. Et entre-temps seulement, on nous a annoncé la nouvelle. Et ça a trouvé qu'aux environs de 10 heures, le service local Maïga avait déjà quitté ici. Et lui, il allait me dire que vraiment tout allait bien. Non, malheureusement. Donc, nous sommes très émus, très attristés. Depuis 2020, le colonel Assimi Goïta lui rendait visite. Et même cette année, elle-même, elle s'attendait à cette visite, mais Dieu a décidé autrement. L'enterrement est prévu le vendredi 18 octobre 2024, après la prière du vendredi. Dors en paix, la mamie nationale. Voilà, que de la paix pour ton âme, mamie. Voilà, les obsèques sont prévues pour le vendredi 18 octobre 2024, après la prière de Juma. C'est la fin de cette édition Octobre Rose, solidaire avec toutes les femmes qui sont en combat contre le cancer. Ensemble, nous vaincrons. Bonsoir.